Et donc moi, je comprends la colère populaire. Je comprends dans ces conditions-là, pourquoi je me retrouve auprès des Gilets jaunes. Comment ne pas être en colère face à ces gens qui nous dirigent? Comment ne pas être en colère face à ces mondes? Même moi, je suis en colère à leur égard. Alors j'imagine même pas ceux qui n'ont pas eu la chance que j'ai eue pendant toute cette période. Évidemment que j'ai envie de les accompagner, de les protéger, quand je sais à quel point ceux auxquels ils s'opposent sont le cynisme, sont l'arrogance, sont la corruption qu'ils supputent et qu'ils dénoncent. Et évidemment que j'ai envie de les aider à dévoiler tout ça et à le révéler. Évidemment qu'avec les instruments que m'a donné Juliane, avec ce que j'ai traversé à ses côtés, avec ce dévoiement des instruments de l'État, je me dis, mais il y a un problème, il faut... Donc voilà, cette dialectique qui est complexe, qui vous amène à défendre des personnes avec lesquelles parfois vous êtes en complet désaccord, mais où il faut toujours le faire avec une forme de pureté, de radicalité, d'entièreté. L'avocat qui prend ses distances avec son client, c'est impossible pour moi. On peut pas trahir. On peut pas trahir. Ça, c'est quelque chose. Pourquoi? Parce que sinon, ça veut dire qu'en fait, vous utilisez votre client comme un faire-valoir. L'avocat qui va plaider en demi-ton, vous voyez, ah oui, mais non, ça, c'est pas pour moi. Moi, soit je défends quelqu'un dans son entièreté, intégralement, soit ça sert à rien. Et j'ai eu ces difficultés une fois avec quelqu'un qui, lors d'une manifestation... C'est-à-dire que le soir, quand vous rentrez chez vous, vous détachez pas du truc, quoi. Non, ma vie est à la fois pensive et politique. Moi, j'ai un rapport presque d'ascèse et de sainteté au rapport à l'engagement. Enfin, c'est-à-dire que ça ne peut qu'être intégral. Mais ça, c'est encore une fois, c'est Wikileaks qui me l'a appris. On est transparent vis-à-vis des appareils de pouvoir. Vous n'avez pas de secret à leur égard. Ils ont des capacités, ne serait-ce que technologiques, à moins de vivre sans téléphone et compagnie, ce qui était mon cas pendant une période justement à l'époque. Donc, sans capacité de leur part à avoir des micros, compagnie, à moins de venir faire des opérations spéciales, ce qu'ils font que très rarement, vraiment contre des opposants très ciblés. Et moi, j'ai mené une sorte de mini-guerre civile avec mon propre environnement, c'est-à-dire avec les gens que j'aime. Non pas personnellement, mais c'est-à-dire que je suis en lutte. Ils vous ont toujours soutenu, votre famille, par exemple? C'est même pas qu'ils m'ont soutenu, c'est qu'ils ont payé un prix, mais incalculable, pour lequel je m'en veux beaucoup, parce que c'est quelque chose que je pourrais pas leur rendre, en fait. Je pourrais jamais leur permettre de rattraper toutes ces années que j'aurais fait perdre, et que mes choix leur ont fait perdre, qui n'étaient pas leurs choix. Vous voyez, ça c'est quand même quelque chose d'extraordinairement violent, et j'ai jamais ressenti de manque d'amour de leur part. Et ça, vous parlez de vos parents? De mes parents, de ma sœur, des personnes qui m'ont entouré. J'ai perdu des gens qui m'aimaient dans la sphère affective, qui n'ont pas supporté la violence, et qui en fait, des relations se sont brisées. C'est-à-dire qu'ils vous ont lâché? Non, c'est plus insidieux que ça. C'est pas. Les trahisons sont en général superficielles, parce que les trahisons viennent de personnes avec lesquelles les liens n'étaient pas assez profonds. Vous voyez, parce que quand vous connectez profondément avec quelqu'un, il vous connaît suffisamment pour pas avoir peur de vous, et donc tout ce qui va être dit sur vous ne va pas l'effrayer, parce qu'il a ce lien qui se maintient, en fait. Par contre, la personne qui vous fréquentez par opportunisme, mais en général, vous savez différencier dans votre vie sociale entre ceux qui sont vraiment votre cœur et ceux qui sont un peu plus, je sais pas si de l'ordre de la mondanité. Et ce rapport à la réserve et à l'intimité dont je vous parlais, que j'ai toujours eu depuis l'enfance. Pareil, des courtisans, quoi. Voilà, m'a protégé en fait de ces conséquences-là, parce que j'ai jamais cherché à être invité à des dîners. Regardez les Gilets jaunes, ça a été étouffé, les agriculteurs... Ça n'a pas été étouffé, ça a été massacré. Et quand j'étais aux premières loges, ils ont été détruits. Vraiment, ce peuple sombre... C'est pas loin de faire basculer le pouvoir. Ce peuple sombre qui était aux portes du pouvoir, qui était à quelques centaines de mètres... Physiquement, avec des barrages de CRS qui reculaient. Mais ce qui s'est passé, c'est tout simplement qu'on ne voulait pas prendre le pouvoir parce qu'on se sentait pas... Paraît que l'hélicoptère était prêt. On se sentait pas légitime. On voulait pas prendre le pouvoir, nous on voulait ouvrir les portes du pouvoir. C'est exactement ce qui s'est symbolisé, ça aussi vous voyez, en parlant de ce dont la Macronie dans ses délires paranoïaques m'ont attribué, les portes du porte-parole de Benjamin Griveaux, ouvertes symboliquement par un Fenwick, c'est-à-dire par un instrument du peuple. Dans le 7e arrondissement, ils ont réussi à trouver un instrument du peuple et à ouvrir les portes du porte-parole du gouvernement. Vous voyez la symbolique?
C'est immense, oui, parce qu'ils pensaient, c'était inconcevable pour ces petits marquis installés dans un hôtel particulier qui pensaient être consacrés par. Vous voyez bien, qu'est-ce qu'ils faisaient dans leur bureau? Ils envoyaient des vidéos de leur sexe protubérant à des jeunes étudiantes. C'était ça leur rapport au gouvernement. Donc il était là en train, pardonnez-moi, de se masturber dans son bureau, et tout d'un coup il y a un Fenwick qui rentre. Et d'ailleurs le Monde a raconté qu'il a dû s'enfuir avec son garde du corps par un passage dérobé, par panique. Alors que les Gilets jaunes, donc pour le coup j'étais là, j'y ai assisté, ils étaient une sorte de joie euphorique à l'idée de symboliquement. Alors c'est même pas pensé, c'est juste qu'en passant, parce qu'ils s'étaient fait sortir du boulevard Saint-Germain où ils manifestaient pour essayer de manifester devant l'Assemblée nationale, on les empêchait à coups de lacrymogènes, de tirs de LBD, etc. Donc ils ont commencé à faire un cortège. À un moment ils sont tombés sur un Fenwick qui était pas. Personne pense qu'un Fenwick va se faire voler dans le 7e arrondissement, donc les clés on les laisse un peu sur le coin entre deux étapes du chantier. Et ils ont ouvert les portes du porte-parole. Mais dès le moment qu'ils les ont ouvertes, vous pensez qu'ils sont rentrés saccagés, pillés, volés la voiture rien du tout. C'était un peuple qui cherchait à se faire entendre, à se faire voir, le gilet. Enfin, c'est-à-dire qu'il y avait une volonté enfin d'être reconnu comme étant souverain, comme ayant leur droit à s'exprimer dans l'espace politique. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on les a écrasés et même quelque part on les a humiliés en disant tenez quelques milliards. Maintenant taisez-vous. Taisez-vous, et c'est ça l'enjeu politique aujourd'hui. C'est qu'est-ce qu'on fait avec ce peuple à qui on a retiré toute fonction, à qui la mondialisation a retiré toute instrumentalité au sein de la société. On leur dit qu'ils ne servent à rien. On n'arrête pas de leur faire comprendre, sentir qu'ils ne servent à rien, qu'ils sont méprisés, qu'ils sont pas à la hauteur, qu'ils sont méprisables parce qu'ils regardent Hanouna ou parce que je sais pas quoi. On les prive de tout instrument culturel, de tout instrument de socialisation, de toute capacité. Et ils le sont après vous méprisables parce qu'ils regardent Hanouna ou pas? Mais comment ou c'est Hanouna qui est méprisable? Vous pensez que je penserais que ces gens sont méprisables alors que je me suis mis à leur côté, j'étais avec leur cortège semaine après semaine, je les ai défendus dans des commissariats, dans des non mais donc ça doit vous affliger qu'ils regardent Hanouna parce qu'Hanouna vous le portez pas dans votre cœur. Mais ils regardent Hanouna comme une satire du réel et du débat politique qui est devenu quasiment aussi peu caricatural que l'est le débat réel. Il y a toujours eu des bouffons, au sens bouffon du roi, voilà. Littéral du terme. Mais en général, on cherche à faire jouer au bouffon un rôle transgressif et d'opposition au pouvoir. C'est pas du tout le cas d'Hanouna. Hanouna, c'est un instrument du pouvoir. Le bouffon, c'est celui qui est censé pouvoir dire la vérité au souverain, lui faire voir ses insuffisances. Moi, il faut lui reconnaître ça. Tout le monde a accès à Hanouna. Il recevait tout le monde. Le vrai bouffon, c'est Ruffin. Ruffin, c'est un pur bouffon. C'est vraiment quelqu'un qui va essayer qui va devenir le reflet du pouvoir. C'est d'ailleurs, il se perd là-dedans, et c'est pour ça qu'il sera jamais président, et en fait, il est passé de quelque chose qui était relativement sain et estimable à une fonction. En fait, c'est la névrose présidentielle qu'il a perdue. C'était génial ce qu'il faisait. Tant que c'était son seul objectif, avec Fakir, avec les mises en scène, enfin on pourrait le questionner, merci patron, mais bon. Et il a basculé dans une sorte d'obsession, d'ivresse de soi, un peu comme, je sais pas comment Zelensky s'est dit qu'il allait devenir président, mais je soupçonne qu'il y ait quelque chose de similaire, vous voyez, enfin d'ivresse. Et quand un peuple accepte d'élire un bouffon à la présidence de son pays, eh bien c'est un peuple qui mérite son effondrement. Enfin, c'est-à-dire qu'on arrive à un moment où on génère nécessairement... déjà, c'est un symptôme qu'on est un peuple en crise, et on est un peuple qui se vulnérabilise face à l'étranger. Je dis pas qu'ils ont mérité la violence extraordinaire qui s'est abattue sur ce pays et compagnie, loin de là. Je veux pas d'ambiguïté à ce niveau-là. Dès le moment où j'ai commencé à prendre le chemin de traverse, je l'ai vu, parce que je n'avais jamais eu de procédure judiciaire de ma vie avant l'élection de Emmanuel Macron. Justement, en fait, c'est comme avec Julian. Moi, j'ai passé, par exemple, avec Julian, des années à répondre aux journalistes qui, à chaque fois, me disaient « Oui, mais bon, il est quand même accusé de viol, où est-ce que ça en est, etc. » Et des années à lui dire « Mais attendez, c'est ridicule et compagnie. » Et si vous êtes en train de réactualiser un stigmate qui a été fait pour l'empêcher d'exister dans l'espace social, en fait, quoi. Et il disait « Oui, non, vous me racontez ce que vous voulez, mais où est-ce que ça en est ?» Et une fois... Après 9 ans qu'on a démontré ce qui était déjà démontré dans les faits, mais comme il y avait encore la procédure qui continuait, que cette procédure a été abandonnée, là ils sont passés, ils ont enchaîné sans aucune difficulté sur d'autres accusations. Et vous voyez, en fait, sans se poser la question à un moment donné c'est presque des chaînes physiques qu'on met sur ces personnes-là. On les empêche dès qu'ils sortent de quelque chose, il suffit d'en inventer une autre, puis c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Imaginez-vous qu'en 2020 déjà, je disais à Truchot sur BFM, c'était les derniers instants dans lesquels j'étais encore invité, juste avant le Covid, et je lui disais, mais à chaque année, vous m'invitez parce que Emmanuel Macron veut me mettre en prison.
chaque année, j'ai droit à une émission chez vous pour devoir m'expliquer d'une nouvelle accusation de quelque chose que je n'ai pas fait, dont vous savez que je ne l'ai pas fait, et à chaque année, vous me demandez des comptes, et vous m'invitez que pour ça. En 2020. Et entre-temps, on a enchaîné, accusation de viol, accusation de je sais pas quoi, nanana. Et donc, il y a un moment donné où il faut en parler. C'est fini ces histoires ou c'est l'instruction est finie. Enfin, c'est une pantalonnade. Donc le procès va avoir lieu. Mais non, a priori, ils peuvent pas. Enfin, comment c'est là où c'est extraordinaire. Vous avez une femme qui vous accuse d'avoir été très doux avec elle, et que ça faisait partie du stratagème qui aurait amené. Donc, il n'y a aucune caractérisation possible d'un fait de viol. Il n'y a pas de menace, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de violence, etc. Comment vous expliquez que pendant 3 ans, vous avez une instruction sur... C'est même pas parole contre parole, ce qui est le danger dans des situations comme celle-ci, vous voyez, où comment vous prouvez votre innocence. Et dans une situation, dans une période comme l'actuelle, on va vous demander, on renverse la charge de la preuve quelque part, on vous dit, prouve-nous que tu n'as pas fait ce qu'on t'accuse. Mais quand on vous dit que l'accusation, entre guillemets, elle-même vous exonère de toute infraction pénale, à quel moment, à partir de ça, outre des centaines d'articles pour me détruire, pour m'humilier, vous avez des perquisitions, vous avez des interrogatoires au commissariat à votre sœur, à votre mère qui commence à poser des questions sur mon intimité, sur ma sexualité, à mes amoureuses passées, à des géolocalisations des personnes qui m'entourent pour essayer de voir si elles sont en contact avec moi ou pas. Comment vous pouvez pendant 3 ans... Et si vous en parlez, vous réactualisez le stigmate. Si vous expliquez, vous justifiez pour la 150e fois à chaque fois justement qu'un journaliste vient vous poser la question, d'une part, c'est l'autre erreur que j'ai vue être commise par Juliane et dont j'étais convaincu que je ne la commettrais pas. Comme quoi, on est toujours présomptueux quand on est jeune et qu'on n'est pas dans la situation. Juliane, je voyais bien qu'on le piégeait. C'est-à-dire qu'en fait, il était en réaction permanente à ce dont on l'accusait. Et je lui disais, mais tu vois bien que c'est des distractions. Tu vois bien qu'on s'en fiche. L'important, c'est de pouvoir continuer à agir, continuer à faire ton travail avec Wikileaks, les choses passeront. Et lui ressentait le besoin de s'expliquer, de se justifier. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, c'est d'une violence inouïe. Vous lisez les pages Wikipédia de Juliane, de moi, et ainsi de suite. Vous comprenez que, c'est comme la série de cicatrices que laisse tout combat politique, finalement. C'est une sorte d'interminable suite, litanie d'accusations qui ont été les unes après les autres résolues, mais pour certains qui ne le sont pas. Et combien tombent au fur et à mesure, vous voyez, ou combien cèdent. Quand vous vous retrouvez dans des situations aussi violentes, la tentation de céder au chantage, d'accepter le compromis, soit de vous taire, soit de disparaître de l'espace social, soit au contraire de devenir un soldat de l'existant. Ce monde médiatique, politique, est empli de gens qui sont vérolés, qu'on tient de façon... et qui n'ont pas le courage de dire « Mais attendez, moi je vais rien concéder. Je vais pas vous lécher. » Le nom, par exemple, cette assistante qu'on a essayé de m'envoyer, qui 2 mois plus tard claquait la porte en me faisant un chantage économique. Parce qu'elle savait que j'étais en position de vulnérabilité, elle disait soit je vais voir des médias pour prétendre que vous ne payez pas des heures sup, mais vraiment plus des choses insignifiantes, soit je vais commencer à parler, et elle ciblait les médias avec lesquels j'étais en conflit spécifique, Mediapart, Blast, etc. Et elle y allait, et elle m'appelait en même temps en disant il faut qu'on se voit, pour essayer de... Enfin, quelqu'un qui n'est pas moi, je pense, dit ok, vous voulez quoi, 5 000 euros, 10 000 euros, enfin... qu'on arrive à faire notre révolution en France, et qu'à partir de cette révolution française, on arrive à étendre et à épandre nos idées, et à changer, à régénérer, en fait, à devenir un pôle d'attraction comme l'a été ce pays à différentes époques, sous différents régimes, avec ses différents systèmes de production, et qui n'est plus du tout aujourd'hui. Mais ça passe par une rupture avec toutes les mafias qui sont constituées dans ces pays, que ce soit les véritables mafias de trafic de drogue, de trafic d'informations, ainsi de suite, avec les mafias culturelles, d'entre-soi, qui... Aujourd'hui, un producteur de cinéma en France ne cherche pas à faire rayonner le pays, ne cherche pas à élever... Aujourd'hui, les grandes productions françaises, tout est médiocre, rien ne se vend, rien ne s'exporte. Vous avez tous les 10 ans Anatomie d'une chute, mais même Anatomie d'une chute, pourquoi elle a eu un Oscar ? Parce que la moitié en anglais. En fait, c'est devenu la seule condition pour rayonner, et parce que c'est un petit drame bourgeois, dans une époque de rétrécissement, mais la grande fresque, la grande ambition littéraire, artistique, culturelle, elle s'est effondrée. Moi, c'est ça mon grand combat. Il est civilisationnel en ce sens-là. Moi, je fais pas du tout confiance au RN pour inaugurer cette lutte. Elle est inexistante aujourd'hui. Et parce que les gens qui sont aux manettes sont des politiciens peut-être madrés, mais pas du tout de ce parti, mais pas du tout ancrés dans ce rapport identitaire profond
et élaborant. À vous entendre, on n'est pas dans une situation qui serait propice même à des coups d'État. Je l'espère, j'espérerais. Ah, vous l'espérez? Bien sûr, bien sûr. Mais, et de qui? Mais de gens qui ont une ambition, une vision et une portée. Vous espérez un coup d'État en France? Je rêverais qu'à un moment donné, parce qu'il va falloir une verticalité. Vous rêveriez d'un coup d'État? Bien sûr, il faudrait une verticalité dans la rupture. Tout ce que je vous décris dans la justice, dans les médias, ainsi de suite, si vous passez par la délibération parlementaire, sur la politique monétaire, ça vous prend des années, il y a un nombre incalculable de contre-feux, d'instrumentalisation du petit... Moi, je l'ai vécu à mon échelle, donc j'imagine même pas à l'échelle d'un gouvernement. Enfin, vous voyez, vous êtes en permanence en train de mentir, de manipuler, de vous protéger, de contrecarrer des... C'est quoi le débat public aujourd'hui? Ça a été quoi le débat public ces dernières semaines? C'est Attal qui dit à Mélenchon t'oses pas venir dans mon débat, t'es vraiment un naze. Tu prétends que tu vas être Premier ministre, mais tu vas pas être Premier ministre. L'autre qui dit vous savez pas que Léon Blum, mais je sais pas quoi. L'autre qui dit mais vous allez... Enfin, je veux dire... Où on va avec ça? Où on va? Vous pensez que ça va s'arrêter après les élections? Vous pensez que tout d'un coup, ils vont devenir sages, intelligents, ils vont se dire, OK, on se met ensemble pour réfléchir. Ils sont tous en train de se dire qu'ils sont les fascistes de l'un, les communistes de l'autre. C'est pas... Un régime parlementaire a besoin d'un socle commun. La Macronie a détruit ce socle commun. Le RN... Vous pensez pas que le RN ou le Nouveau Front Populaire sont en position de pouvoir abattre la Macronie qui vous est... si cher ce combat entre la Macronie? Non, je crains sincèrement que non, justement, parce que je vois pas de personne qui est au ministère de la Justice, au ministère des Affaires étrangères, au ministère de la Défense. Vous, par exemple, vous disiez tout à l'heure, si on vous proposait d'être, s'il y avait un gouvernement d'union nationale, comme le laisse entendre le RN, et qui vous proposait... Si Mélenchon était capable, par exemple, de nommer quelqu'un comme moi au ministère de la Justice, je lui ferais confiance. Plus, je me dirais, OK. Vous accepteriez d'être ministre de la Justice de Jean-Luc Mélenchon? Mais bien sûr, mais avec cette radicalité. Et c'est pour ça, probablement, qu'il le ferait jamais. C'est-à-dire que, si à un moment donné, cette personne se dit, je suis capable d'imposer à ma partenaire sociodémocrate une vraie rupture institutionnelle, une vraie rupture à la fois dans la codification législative et ainsi de suite, banco, on y va. Mais qui aurait le courage aujourd'hui de faire quelque chose comme cela? Qui aurait le courage et qui aurait la capacité ensuite à faire perdurer cette radicalité? Vous aurez tout de suite toutes les coteries, les corporations qui viendraient. Pareil au ministère de la Culture, pareil. Vous voyez, si dans ces socles différents, vous aviez des personnalités qui aient cette... Mais d'où vient aussi cette capacité à rompre? Il faut avoir vécu, il faut avoir une légitimité professionnelle, politique, il faut avoir été dans la lutte pour arriver et ne pas avoir peur de s'imposer. La justice sera à des procureurs, à des magistrats et ainsi de suite, que ce soit à la culture, soit à des producteurs de...